par baisser, mettre à ma taille. Bon, alors, sérieux, je ne sais pas, mais en tous les cas, un point qui s'impose et qui s'impose à chaque fois, qui s'impose lorsqu'on commence à parler de la redevance, c'est-à-dire quels sont les fondamentaux, quels sont les principes, et qui s'impose également lorsque l'on doit porter ce type de litige, parce que ça donne lieu à beaucoup de contentieux, devant les juridictions. Vous seriez étonné de la nécessité de détailler de façon extrêmement approfondie, lorsqu'on a affaire à un contentieux que l'on porte devant les juridictions, et bien justement le détail doit être apporté sur ces principes fondamentaux qui fondent la redevance. Et vous le verrez au fur et à mesure de cette présentation, qui est vraiment un rappel avant de déboucher en pratique sur des témoignages, et des témoignages plus qu'intéressants, d'abord parce qu'ils sont rares sur des cas particuliers, concernant plus particulièrement l'imputabilité et la charge des aides opératoires portées devant des juridictions, mais vous verrez à quel point il est indispensable que les magistrats tranchent à présent. Un certain nombre de points restent vraiment par trop imprécis encore aujourd'hui, d'où la nécessité de rappeler systématiquement, lorsqu'on a affaire à des litiges de cette catégorie, eh bien, quels sont les points fondamentaux. Alors, ce focus sera nécessairement synthétique, puisqu'il sera ensuite approfondi par des éléments plus pratiques. Sachez d'ores et déjà que je pense que les slides seront à votre disposition si vous le souhaitez. Ils pourront être accessibles, ce qui vous évite de devoir les prendre ou de prendre au fur et à mesure en photo les différentes slides présentées, même si je n'ai aucun obstacle à émettre, il n'y a aucune difficulté, mais ils seront accessibles, comme ça ce sera plus simple pour vous, je pense. Alors je vous propose d'abord de rappeler les principes et les règles de la licéité de cette redevance. Pour un certain nombre d'entre vous, je pense que ça ne seront effectivement que des rappels, peut-être que pour d'autres, eh bien, ce sera important de préciser d'où vient la légitimité de la facturation de la redevance en établissement de santé. Et puis ensuite, on entrera déjà un petit peu plus dans le vif du sujet avec des conflits, et notamment quelles sont les sources essentielles, plus importantes en termes d'enjeux sur ces conflits qui sont nés de la redevance, avec des principes, pardonnez-moi, il y a une belle coquille, fondamentaux, en tout cas les principaux fondements et les précisions de jurisprudence, notamment en matière d'infirmière de bloc opératoire. Principes et règles de la licéité. Alors, je vais mettre quelques articles, ça c'est plus pour que vous les conserviez. Vous le verrez tout à l'heure, ils sont un petit peu plus denses, mais de façon à ce que vous n'ayez pas besoin d'aller les chercher ensuite sur Légifrance, avec une petite précision tout de suite d'ailleurs que je formule systématiquement quand on fait état de Légifrance. N'oubliez jamais, quand vous cherchez une disposition réglementaire ou législative, je ne sais pas si vous connaissez ce site, qui est le source officiel des textes en vigueur applicables aujourd'hui. Faites très attention, vous avez un bandeau déroulant à gauche, pensez bien à actualiser à la date du jour systématiquement. Par défaut, la disposition qui apparaîtra ne sera peut-être pas la disposition à la date du jour. Donc vous prenez quand même cette précaution, sachant que les codes dans lesquels, donc tous les codes de la santé publique notamment, sont des codes qui sont actualisés une seule fois par an. Donc l'édition que vous avez entre vos mains ne sera peut-être pas l'édition à jour des dispositions réglementaires et législatives applicables. Donc cette précision, je la formule a fortiori compte tenu de modifications de textes qui vont nous concerner tout à l'heure, du moins dans leur numérotation. Un rappel essentiel, c'est l'article 4113.5 du Code de la santé publique que vous connaissez, qui précise qu'il est interdit à toute personne qui ne remplisse pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, quel que soit le fondement, en vertu d'une convention, soit la totalité, soit une quote-part de ses honoraires ou des bénéfices qui proviennent de son exercice professionnel. Alors, c'est le fondement. En fait, c'est le fondement qui va vous expliquer jusqu'où vous pouvez aller en matière de facturation de la redevance. Le fondement, pourquoi? Parce que la redevance, c'est un petit peu comme si c'était une exception. Vous avez un principe qui dit que vous ne pouvez pas partager vos honoraires. Et du coup, comment peut-on faire lorsqu'un établissement de santé va venir prélever quelque part à la source, prélever sur les honoraires qui vous sont versés via généralement un compte mandataire, eh bien, l'équivalent, un montant qui doit correspondre à la facturation des prestations qu'elle vous sert. Eh bien, c'est justement en partant de ce principe, qui est un principe d'ordre public, qui fait qu'on ne peut pas partager ses honoraires, que la jurisprudence a défini les conditions dans lesquelles, en revanche, un établissement de santé pourra aller jusqu'à prélever à la source une partie, une quote-part de ses honoraires, mais en respectant des règles que l'on va voir.
La redevance, c'est effectivement une facturation licite, mais placée sous des conditions très strictes. Donc, ces conditions ont été définies très empiriquement, c'est-à-dire au cas par cas, justement par des magistrats. Vous ne trouverez nulle part dans le Code de la santé publique des règles qui vont expliquer comment facturer la redevance dans des établissements de santé privés. Vous en avez uniquement qui existent et qui concernent la pratique hospitalière, notamment dans ce qu'on appelait le secteur libéral ou les cliniques ouvertes dans les établissements hospitaliers. Mais en ce qui concerne le secteur libéral en établissement de santé privé, vous n'avez aucune disposition réglementaire qui l'encadre. Donc ce sont les juridictions qui ont été amenées empiriquement à le préciser. D'accord? Donc, c'est une décision en l'occurrence extrêmement ancienne, donc je rappelle, pour ceux qui ont déjà eu à avoir une partie de cette présentation, en tout cas sur les rappels fondamentaux, c'est une décision ancienne qui date de 1976, donc quand même un certain âge aujourd'hui, mais qui a rappelé qu'il était tout à fait possible de prélever à la source des honoraires une partie via généralement ce compte mandataire, et pour ce faire, ils ont distingué ce qu'on a appelé les honoraires nets des honoraires bruts. Les honoraires nets correspondant à la partie insaisissable, qui, elle, est totalement protégée par l'article 4113.5 précité. Ce principe est un principe d'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut pas y déroger, notamment par la voie contractuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un contrat, dire le praticien il va partager la moitié de ses honoraires avec la clinique, par exemple. Donc, aujourd'hui, c'est un principe d'ordre public, ça implique non seulement que par la voie contractuelle, on ne peut pas y déroger, mais a fortiori, on ne peut pas non plus y déroger par un texte de loi ou une disposition réglementaire, sauf à modifier la nature de principe d'ordre public. Et là, je vous ai cité une disposition, une décision assez récente qui rappelle ce principe d'ordre public. Alors, ce n'est pas dans toutes les décisions qu'on le mentionne, mais c'est une décision récente du 27 mars 2019. Bien évidemment, il y a des enjeux. Il y a des enjeux pour autant, est-ce qu'on facture, est-ce qu'on ne facture pas? Quels ont été ces enjeux initialement dégagés par la Cour de cassation en 1976? Eh bien, il faut juste savoir que les premiers litiges qui ont été portés devant les juridictions et qui concernaient la redevance concernaient à l'origine un contrôle qui était effectué au niveau soit de l'organe de gestion dirigeant l'exploitant de l'établissement de santé, donc au niveau de la personne morale, on contrôlait les modalités de gestion, et également au niveau et sous l'angle fiscal, est-ce qu'il y existait, oui ou non, un acte anormal de gestion, est-ce qu'il y avait lieu, oui ou non, un avantage en nature procuré à des praticiens, est-ce que c'était effectivement des prestations servies à des médecins qui auraient dû donner lieu à une facturation et qui ne l'ont pas été. C'est sous cet angle-là, donc l'angle avant tout financier et économique, ont été portés devant les juridictions ces premiers litiges. Et c'est un des principaux enjeux qui demeure encore aujourd'hui. C'est-à-dire que la redevance, le fait de dire je facture ou je ne facture pas, un des premiers éléments qu'il faut vraiment intégrer, c'est qu'il y a de toute façon des incidences d'ores et déjà, qui ne concernent pas ici le droit des contrats, qui ne concernent pas les règles déontologiques ou les conditions de partage des honoraires telles qui sont visées par le principe d'ordre public que je vous ai rappelé tout à l'heure, mais ce sont d'ores et déjà des enjeux en termes financiers, c'est-à-dire quand vous, praticien, vous recevez par exemple un avantage dans la mesure où vous allez avoir un contrat qui peut être depuis 20 ans, 25 ans, bien fait que on ne vous facture pas de redevance, très rare, très très rare, mais il y en a encore quelques-uns, ou alors une mise à disposition d'un cabinet de consultation, puis on se dit, bon voilà, on va vous le mettre à disposition, ça a toujours été comme ça, on ne va pas le changer. Eh bien ça, c'est un avantage que vous recevez. Et au niveau fiscal, même si je ne suis pas fiscaliste du tout, il y a des enjeux potentiels pour vous, mais également pour l'établissement, qui peut se voir reprocher l'existence d'un acte anormal de gestion qui peut engager la responsabilité de la structure. Donc il y a des enjeux. Alors, bien évidemment, il n'empêche que la jurisprudence, indépendamment de ces enjeux, a été amenée à préciser les conditions dans lesquelles cette facturation pouvait intervenir ou ne pas intervenir. En l'occurrence, il y a un principe qui doit vous parler à tous, qui a été dégagé très rapidement, c'est qu'un établissement de santé privé ne peut pas facturer au-delà du coût réel. Alors, elle ne peut pas facturer au-delà du coût réel, sauf que le coût réel, on verra, il est quand même très très compliqué à évaluer, et surtout les règles, l'assiette, le taux, les conditions de facturation de la redevance
peuvent être différents d'un praticien à un autre, d'un établissement à un autre. Si on fixe un pourcentage, ce pourcentage, est-ce qu'il va être bien adéquat dans les années qui vont suivre l'exécution d'un contrat? On est quand même, vous concernant, dans des contrats qui ne sont pas conclus, on va dire à vie, parce que le droit civil est très très hostile à des engagements ad vitam aeternam, mais en l'occurrence, c'est des engagements qui sont quand même des engagements de longue durée, généralement. Donc la redevance, eh bien, on va le voir, quand la Cour de cassation vous dit qu'elle doit correspondre au coût réel, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument l'atteindre à tout prix, parce que c'est très difficile, hein, on a une obligation de moyens à ce niveau-là, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que, très paradoxalement, eh bien, dans les établissements de santé privés, il n'y aura pas de possibilité de faire une marge commerciale sur les prestations qui sont servies aux praticiens. Et ça, contrairement, alors là, certains d'entre vous le savent peut-être, à ce qui a été retenu au sein des établissements de santé publique. Ce qui est quand même assez hallucinant. Hein. C'est-à-dire que dans des établissements publics, les hôpitaux, qui ont un secteur ouvert pour l'activité libérale, eh bien là, on a défini le coût réel comme étant finalement, pas simplement, le coût de revient tout simple hein, de la prestation servie, mais on va tenir compte de l'image de l'établissement, du fait qu'il y ait au sein de la structure un plateau technique flambant neuf, qu'il y ait une très bonne réputation, et je vous en passe et des meilleurs, et c'est un arrêt qui date en l'occurrence du Conseil d'État de 2007, qui n'a jamais été transposé pour les établissements de santé privés, et pire, c'est qu'il y a eu une décision même en 2011 de la Cour de cassation, parce qu'effectivement, avec un tel fondement, il y a des praticiens et des établissements qui ont porté un dossier devant les juridictions, se disant « mais je ne comprends pas pourquoi ce qui existe au niveau des établissements publics, cette marge commerciale ne serait pas reconnue pour les établissements de santé privée ». Et la Cour de cassation a répondu plus que très clairement, dans un arrêt de principe de 2011, eh bien qu'elle ne peut excéder cette redevance la valeur du service rendu. Donc, terminer la transposition potentielle de cet arrêt du Conseil d'État qui était quand même un sacré ovni à l'époque, mais qui reste toujours d'application tout à fait opposable aujourd'hui à la pratique libérale dans les établissements publics. Ce coût réel, il doit correspondre à un service effectivement rendu. Là, on va dérouler tous les principes, puis après on va voir de façon plus pratique, hein, plus pragmatique, comment ça se traduit. Donc là, un certain nombre de décisions ont été citées, 2011, 2015, une décision ancienne de 2008 qui était intéressante parce qu'elle détaillait bien les prestations servies, qui disait qu'à partir du moment où vous avez rendu effectivement un service, en gros ce qu'il faut retenir, c'est que si un établissement fournit un service et qu'il est prévu, et on va le voir notamment dans le cadre contractuel, qu'il y ait une facturation, à partir de ce moment-là, il y a une légitimité à la facturer, cette redevance. En revanche, si le service n'a pas été rendu, ou si un service n'est plus rendu, là en revanche, on a une marge de manœuvre pour solliciter le remboursement potentiel du trop perçu, sachant que la plupart du temps, aujourd'hui, dans plus de 90% des cas, la redevance elle est prélevée avec un pourcentage qui est fixé, qui est identique chaque mois, et qui est rarement revu. Ça peut être revu, bien sûr, on le verra, c'est même plus que conseillé, mais généralement, on part sur un pourcentage et puis on ne vient pas revoir les établissements tous les ans en se disant voilà, bah, écoutez, cette année, finalement, je n'ai pas bénéficié de toutes les prestations et pour autant, la redevance m'a été versée, m'a été prélevée, pardon, dans les mêmes conditions. Donc là, ce que vous dit la Cour de cassation, c'est il y a des principes, il faut que la redevance corresponde à un service réellement rendu. Après, nous verrons que c'est dans le cadre contractuel que tout sera précisé. Le coût réel maximum justifiable, c'est également ce qui a été rappelé dans un arrêt de la Cour d'appel de Versailles de 2018. Le coût réel serait cette limite à ne pas franchir. En fait, on vous fixe ici un espèce de plafond, en disant voilà, bah, le coût réel, pourquoi? Parce que, je vous rappelle l'arrêt de 2007 qui n'est pas transposé, hein, celui du Conseil d'État, mais pas de marge commerciale pour l'établissement. Donc, il faut être relativement vigilant parce que ça, c'est intéressant, un coût réel hein, avec un plafond. On verra que ce n'est pas tout à fait la même chose en ce qui concerne le plancher, c'est-à-dire le minimum qui peut être facturé par un établissement. Mais en tous les cas, ici, on a des règles qui ont été définies au fur et à mesure empiriquement par la Cour de cassation. Mais tout dépendra encore une fois de la façon dont votre contrat aura été rédigé. Donc, un montant. On le sait maintenant, je vous l'ai rappelé avec une décision de la Cour de cassation, un montant avec un plafond qui ne doit pas dépasser ce coût réel. Bah, est-ce qu'il peut être inférieur pour autant au coût réel?
Ben là, on a effectivement un certain nombre d'arrêts, un arrêt de 2016, mais il y en a quand même de façon régulière, hein, où on vous dit qu'il faut effectivement reconnaître une liberté contractuelle aux parties. Alors ça paraît complètement paradoxal quand on vous dit qu'il y a des enjeux fiscaux, des enjeux en termes d'actes à normes de gestion potentiels, mais finalement on vous dit, bah, coût réel c'est vrai, mais si les parties ont décidé de facturer moins, voire de ne pas facturer, ah bah, elles le peuvent. Alors ça c'est le côté effectivement un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de vous dire, mais il y a des arrêts régulièrement qui vous disent, à partir du moment où les parties apportent la preuve qu'elles n'ont pas eu l'intention de facturer une redevance à un coût réel mais à un coût inférieur, et que ça a toujours été établi comme ça entre les parties, contractuellement on a des éléments pour l'opposer, et bien dans ce cas-là, la redevance peut pour autant être lissée. Un autre arrêt qui est un arrêt de la Cour de cassation, alors on y reviendra si ça ne vous ennuie pas, en fait on y reviendra un petit peu plus tard, parce que cet arrêt-là est un arrêt qui a été rendu en 2003, donc un arrêt ancien, mais on y reviendra en ce qui concerne précisément la volonté des parties. Autre règle à respecter qui jalonne, on va dire, le régime juridique qui a été élaboré par les magistrats, eh bien ce coût réel, il peut être effectivement facturé aux praticiens, mais attention, la clinique, elle ne peut pas être payée deux fois. N'oublions pas à quoi sert cette redevance. La redevance, et là ça a été réaffirmé dans deux arrêts, mais régulièrement on le voit. Alors c'est plus rare hein, d'avoir des décisions comme ça, mais il y en a de temps en temps. Une décision de septembre 2014 et une autre plus ancienne de juillet 2010, des décisions qui confirment qu'effectivement, eh bien, la redevance, elle doit correspondre à des prestations qui ont été servies à des praticiens à l'occasion de l'exercice de leur activité, mais qui n'ont pas donné lieu à des financements perçus par les établissements de santé. Et ça nous, on peut le comprendre, on trouve ça parfaitement légitime. Croyez-moi, en pratique, et on aura des témoignages tout à l'heure qui le confirment, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué à démontrer. C'est facile pour un local de consultation. Ça, c'est facile. Se dire, bah oui, j'ai effectivement un local de consultation dans la clinique où je travaille, donc là, je sais qu'il n'y a pas une double facturation. Sauf si j'ai un contrat de bail par ailleurs, et qu'en fait, et on l'a vu hein, dans certains contrats, vous avez la clinique qui va facturer une redevance pour la mise à disposition de locaux ou de prestations liées à la mise à disposition des locaux, et puis parallèlement, il y a un contrat de bail. Donc non, il n'y a pas de double facturation possible. Mais le gros des litiges, il n'est pas là. Il va concerner beaucoup plus la mise à disposition de moyens matériels et humains, sur lesquels, évidemment, on va revenir. Donc là, un autre arrêt qui date effectivement de 2008. Ce qui est important ici, c'est que on voit apparaître progressivement une très grande difficulté, donc vous avez vu apparaître en sous-jacent depuis le début de cette intervention, c'est la difficulté de l'imputabilité, de la charge présentée. Encore une fois, pour un local de consultation, ça va. Mais pour la mise à disposition de certains moyens, la difficulté va être de savoir ce pourquoi la clinique reçoit effectivement des financements et ce pourquoi elle n'en reçoit pas. Et tous les contrats qui sont rédigés, quand ce sont des contrats récents sur lesquels on a un peu la main dans la rédaction, ben on peut essayer d'orienter pour que ce soit le plus clair possible. Mais pour des contrats très anciens, généralement, vous voyez apparaître, ce qui apparaît d'ailleurs dans les modèles de contrat, on parlait des recommandations du CLAP tout à l'heure, mais les modèles de contrat du Conseil de l'Ordre, ils n'ont pas été vraiment toilettés non plus depuis très longtemps concernant le contrat médecin clinique. Et là, on voit apparaître que la mise à disposition des moyens, du matériel et des aides opératoires, et notamment que les aides opératoires mises à la disposition des praticiens sont à leur charge, par exemple. Ça, on le voit encore. Donc, la notion d'imputabilité, pour des usages professionnels comme le sont, et comme sont qualifiés d'usages professionnels par la jurisprudence, les recommandations du CLAP et les modèles de contrat du Conseil de l'Ordre, ils sont très très anciens et ça pose une vraie difficulté aujourd'hui parce que on a eu la réforme de la tarification, même si pour nous elle est très ancienne, eh bien la réforme de la tarification n'a pas donné lieu à une modification du tout de ces usages. Donc aujourd'hui, on est sur des règles très compliquées, et notamment pour déterminer l'imputabilité de la charge. On va y revenir dans la deuxième partie. Il faut juste, et là je tenais à le rappeler, qualifier l'engagement de la clinique quand il s'agit
eh bien, de recouvrer les honoraires, notamment des médecins, de facturer les honoraires, de les adresser aux caisses et ensuite de recouvrer via le compte mandataire et de dispatcher. Elle a ce qu'on appelle un contrat de mandat. Donc il est très important, là c'est juste en aparté, que dans le cadre de vos contrats soit bien précisée la responsabilité respective, la sienne, celle de la clinique et la vôtre, sur cette obligation. Alors, conflit sur la redevance, on va revenir maintenant plus en pratique, justement aux difficultés concernant l'imputabilité de la charge. Alors là, vous l'avez vu, je vous avais promis des articles un peu plus fouillés. Eh bien, vous avez des dispositions que j'ai souhaité effectivement qu'ils soient produites en intégrale. Une disposition du Code de la Sécurité sociale qui est vraiment pour nous une source clé de l'imputabilité de la charge, et c'est la seule disposition, c'est l'article L162-22-6, suivi de dispositions réglementaires qui suivent, et bien, qui vous pose les principes de l'imputabilité des charges qui sont définies notamment par premièrement, je vous les ai mis en bleu, en vous disant que les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres, etc., arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients, donne lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette disposition-là, gardez-la bien à l'esprit. Vous avez une disposition réglementaire qui est visée ensuite, et c'est l'article R162-33. C'était R162-32 jusqu'il y a peu. Donc, faites juste attention à la modification de l'article. Et c'est un décret du 6 avril 2017 qui a été en partie réformé, on le verra ensuite en 2019. Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, eh bien, ces activités de soins qui seront pris en charge et financées par des forfaits concernent les activités relevant de la médecine, des spécialités médicales, de la chirurgie, spécialités chirurgicales, gynéco-obstétriques et gynécologiques et obstétricales. Donc là, on voit arriver la définition de la notion de soins qui serait financée derrière. Ces activités de soins seraient financées par des forfaits. Et là, on a l'article. Qui est l'article sur la base duquel, notamment, nous avons des contentieux en cours devant des juridictions et qui, là, va aller plus loin, puisque cet article va préciser les catégories de prestations d'hospitalisation qui donnent lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Et là, on vous parle notamment du séjour et des soins avec ou sans hébergement, représentatif de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte. Donc ça, on va voir justement cette exception. Mais le principe, c'est que tous les moyens, on utilise bien la notion de nécessité ici. C'est quand même sacrément important. Donc on a une notion de nécessité, et là on vous dit que tous les moyens nécessaires, matériels ou humains, on l'a défini, dans toutes les spécialités médicales, chirurgicales, qui donnent lieu à une hospitalisation, avec ou sans hospitalisation, qui donnent lieu à une prestation servie par l'établissement, eh bien, donnent lieu à des financements par les forfaits. Alors là, je vous ai mis la suite juste pour que vous les ayez. Et ensuite, eh bien, quelles sont précisément ces exceptions? Puisqu'on vous a dit à le précédent article qu'il y avait effectivement un principe, c'est une prise en charge par les forfaits, mais il y a effectivement des exceptions. Ces exceptions concernent les honoraires des praticiens, ça on peut comprendre, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et le cas échéant, donc ça veut dire que ce n'est pas dans tous les cas, déjà, la rémunération des personnels qu'ils prennent en charge directement. Moi je suis désolée, mais quand on interprète un article, on interprète mot à mot. Pourquoi avoir mis le cas échéant si ça concernait la totalité des personnels, déjà? Et ensuite on vous dit les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers. Donc là, on voit quand même, et là vous me voyez arriver, je pense, à grands pas, déjà, on se dit, mais pour les aides opératoires, comment on pourrait transposer ces dispositions législatives et réglementaires? Alors, ce n'est pas une question nouvelle. Sous l'emprise de l'ancienne réglementation, en l'occurrence un arrêt de la Cour de cassation en 2003, donc avant la réforme de la tarification, on avait déjà opéré, et c'est étonnant, parce qu'à l'époque, on n'était pas sous la même réglementation, au niveau de la tarification. Et à cette époque-là, on avait déjà opéré une distinction en disant que les services rendus aux chirurgiens qui ne comportent pas en l'espèce d'aide opératoire distincte de celle incluse dans les forfaits de salle d'opération ne pouvaient pas être facturés. Donc là, on faisait une différence déjà entre le personnel. Et on disait, voilà, dans les forfaits, à l'époque c'était les forfaits,
eh bien on disait dans ces forfaits qu'il y avait une distinction entre le personnel qui assistait le praticien, le chirurgien, et qui était intégré dans la tarification, et les autres. Alors, aujourd'hui, on serait donc pour essayer d'apprécier la charge de l'imputabilité sur une condition de nécessité. Du moins, c'est ce que nous soutenons, et en l'occurrence, vous allez avoir Pierre Devalet et Marc Giraud qui vont vous en parler juste après, notamment. Mais il est très très important déjà de retenir cette notion de nécessité, parce que les textes qu'on a vus à l'instant, ils parlent bien de moyens nécessaires, matériels et humains. Et vous avez effectivement cette notion de coût, de ce qu'on appelle le coût de la pratique, que vous connaissez mieux que moi, qui définit un régime d'exception. Mais vous l'avez vu, les textes ne sont pas si clairs que ça et méritent des précisions. Or, aujourd'hui, la grosse difficulté, par rapport aux règles, à la détermination des règles d'imputabilité, je pense qu'il faut que j'arrive au terme de l'intervention, 2 minutes, donc ça tombe bien, je vais arriver à la conclusion et je vais passer le flambeau. Aujourd'hui, sur les règles d'imputabilité, on a effectivement quelques décisions de jurisprudence, mais on en a très peu, qui vont nous permettre d'apprécier dans quelles conditions, en tous les cas, les magistrats ont pu avoir l'occasion d'apprécier ce distinguo entre ces moyens nécessaires, matériels et humains qui seraient à la charge de la clinique et ceux qui seraient à la charge des praticiens. Une décision de 2010, mais cette décision 2010 a été rendue sous l'emprise de l'ancienne réglementation, mais je vous la mentionne quand même, qui faisait la différence entre les honoraires qui donnaient lieu à la prise en charge des frais générés par la mise à disposition des moyens, mais dans le cadre de forfait. Cette décision de 2008 également, mais en l'occurrence des décisions beaucoup plus récentes, et notamment des décisions qui vont commencer par parler de la charge de la preuve. Parce que quand on dit déterminer l'imputabilité, qui doit assumer cette charge, il faut quand même savoir qui doit le prouver. Donc là, on a des décisions assez claires, dont une récente, de 2018, d'octobre 2018, qui rappelle effectivement qu'il appartient à la clinique de justifier la réalité du coût des prestations. C'est important parce que généralement c'est quand même elle qui est à la main de la rédaction des contrats, qui précise et qui envoie les factures correspondant à la redevance. Donc il est indispensable déjà de travailler sur la rédaction de contrat et de faire en sorte que cette rédaction sur les clauses dans lesquelles la clinique va être décrite comme devant apporter tous les justificatifs, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas une fois pour toutes ce sera 5% ou 10% ad vitam aeternam, mais il faut que la clinique, c'est le coût réel maximum, je vous rappelle, c'est la règle, il faut que la clinique puisse apporter la preuve de la facturation de prestations réellement fournies, sans marge commerciale, je vous rappelle les principes qu'on a vus tout à l'heure. Donc il faut effectivement être le plus précis possible. Alors 2 minutes, très vite, il me reste 2 slides, ça va aller. Donc 2 décisions très importantes dont on va vous parler à présent. Une décision de la Cour d'appel d'Agen du 14 mars 2016 qui a été rendue j'ai retenu, donc là j'ai fait un copier-coller, puisque normalement on doit vous en parler, oui. Très prochainement, juste après, je crois. Donc, attendu par ailleurs qu'étant relevé que les intimés rappellent que les aides opératoires qui les assistent sont des infirmières, la clinique ne démontre pas qu'à ce titre, leur intervention n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. C'est une décision super intéressante, 14 mars 2016, décision extrêmement récente. Une décision, alors, pas tout à fait aussi précise, une décision de la Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2013, qui vous dit que la clinique, en l'occurrence qui était dans la même logique, qui voulait facturer des aides opératoires, eh bien en l'occurrence on vous dit qu'il n'est pas établi que le personnel soignant de la clinique avait assumé cette tâche pour les patients du médecin, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu établir dans ce dossier qu'il y avait que la totalité du personnel infirmier intervenait uniquement dans le cadre d'une activité libérale, mais hors la nécessité de fournir les moyens nécessaires, et qui est énumérée par le Code de la Sécurité sociale. Donc, c'est à nuancer, mais cette décision est intéressante. Ce qui est très important de retenir ici, c'est que le cadre contractuel initial dans lequel vous intervenez, et il n'est jamais trop tard pour écrire, même si vous êtes sous l'égide d'un contrat verbal, il est essentiel, parce que le cadre vous engage. Même si vous n'avez pas précisé tous ces éléments et tous ces critères fondamentaux, c'est le cadre contractuel qui sera déterminant. C'est votre loi, c'est la loi des parties.
Maintenant, il y a quand même des marges de manœuvre aujourd'hui, notamment dès lors que vous avez évoqué le coût réel des prestations fournies dans le contrat, et c'est généralement le cas à plus de 90% et fort heureusement. À partir de ce moment-là, vous pouvez revenir vers la clinique et pour demander au minimum des justificatifs sur la légitimité de la facturation des redevances. Mais aujourd'hui, on a très peu de jurisprudence, donc il est absolument essentiel, pardon, je remets celui-ci, il est absolument essentiel d'obtenir vraiment des décisions de jurisprudence qui nous permettent de savoir réellement comment interpréter cette différence entre ce qui relève de l'imputabilité de la charge via des financements qu'aurait déjà la clinique et ce qui relève du cadre contractuel. Voilà, je vais laisser la parole. Merci. Pour la transition.